Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Chrysoline de Gastine, la cofondatrice de la marque de mode Balzac Paris. Balzac, ce sont des créations dans l'air du temps, pensées avec une démarche responsable et vendues en édition limitée, en ligne sur balzac-paris.fr. Le nom Balzac a été choisi en référence au traité de la vie élégante d'Honoré de Balzac, dans lequel il est expliqué comment l'homme doit porter le nœud papillon. Vous comprendrez tout de suite la référence lorsque vous écouterez l'épisode. Alors, que faisait Chrysoline avant de créer Balzac Paris avec ses associés? Quelle est sa vision de la mode et ses plans pour développer cette marque qui a déjà une belle notoriété? Comment s'articule son ambition personnelle et celle qu'elle a pour son entreprise? Je vous laisse écouter notre conversation pour découvrir tout ça. À la fin de l'épisode, on discute littérature, et si vous n'avez pas de quoi noter les recommandations de Chrysoline, vous retrouverez toutes ces références sur generationxx.fr, rubrique podcast. Comme toujours, si l'épisode vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, sur vos réseaux, et laisser votre avis sur iTunes, SoundCloud, ou là où vous écoutez vos podcasts. Dernière chose, vous entendrez parfois une petite voix de bébé en fond sonore. C'est Colombe, la fille de Chrysoline, qui était avec nous pendant une partie de l'enregistrement. Allez, très bonne écoute! Bonjour Chrysoline. Bonjour Siam. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Tu as grandi dans une famille où je crois qu'on aime la mode et l'art. Ouais. Tu as choisi d'étudier la communication et du coup je voulais savoir ce qui avait motivé ce premier choix. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce premier choix? Quand j'étais petite, je voulais être pédiatre. Mon choix, finalement, j'ai pas été au bout de mes envies puisque j'ai étudié dans la com. Plus grande, au collège, au lycée, quand on nous demande ce qu'on veut faire, j'étais plutôt perdue, j'avais pas d'idée très précise, contrairement à d'autres qui sont assez définis dans leur choix. La chance qu'on a à la maison, c'est que mam et papa d'ailleurs nous donnaient pas de grandes lignes directrices en nous disant faut que vous fassiez ça, etc. Ils étaient plutôt ouverts. Et donc maman, pour nous aider dans nos choix, elle nous emmenait souvent voir des conseillères d'orientation et on pouvait leur parler de ce qu'on aimait dans la vie, etc. En plus de celles qui étaient proposées à l'école, en fait? En plus de celles qui étaient proposées à l'école, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que c'est marrant parce qu'à la maison, on avait toutes plus ou moins les mêmes profils qui ressortaient, qui disaient qu'on était un profil très artistique, communication, etc. Donc ça confortait un peu mon envie de travailler dans la mode ou éventuellement dans l'art, dans la décoration. Et donc j'ai commencé par un DUG en médiation culturelle et communication, donc qui était un peu plus large que la com puisqu'il y avait pas mal de cours d'histoire de l'art, etc. également. Et en fait, finalement, j'ai décidé de rejoindre une école de communication en 3 ans pour avoir un master 2, ce qui me permettait d'avoir une orientation plus large que l'histoire de l'art que j'avais aussi étudié au lycée. Et donc, puisque pas de projet précis, prédéfini, si ce n'est celui de journaliste qui quand même mûrissait dans ma tête depuis un moment, je me disais au cas où je m'orienterai différemment, ce sera là, je referai des études. Enfin voilà, j'étais assez libre dans mes choix et surtout c'était assez large encore dans ma tête quand j'étudiais. J'avais pas d'idée précise. Une fois diplômée, t'avais des plans de carrière en tête. Comment t'envisageais l'avenir? Une fois diplômée, je voulais être journaliste. Donc là, ça y est, ça s'était concrétisé dans ma tête. Alors que j'avais fait des stages attachés de presse, notamment. J'étais partie aussi également au Mexique. J'avais travaillé dans un hôtel. Enfin voilà, j'avais vu différentes choses. Mais vraiment, j'aimais écrire. Donc je m'étais dit, journaliste, c'est extra. Donc au lieu quand je suis sortie de l'école, de tout de suite chercher du boulot, j'ai fait un stage de 6 mois chez Lagardère aux versions féminin, au service beauté, avec une responsable qui a vraiment été géniale. Elle m'a laissé écrire un article dans le support magazine. Donc c'était vraiment une grande chance pour moi. Et puis finalement, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, Chrysoline, je voudrais quand même te dire, c'est un milieu qui est très bouché. Ça va être compliqué pour toi de trouver du travail. Tu seras éventuellement pigiste, mais bon, tu vas devoir trouver des piges à droite à gauche. Je me suis dit, my God, dans quoi je m'embarque? Je sais pas si j'ai envie de faire ça finalement, mais malgré tout, j'aime bien écrire. Bon, alors je vais réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis finalement, il y avait le métier de community manager qui commençait à être sur le devant de la scène, avec notamment les réseaux sociaux qui prenaient de plus en plus d'ampleur pour les marques. Parce que là, on était en quoi, 2010? Oui, dans ces eaux-là. Et donc,
Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter. Quand j'en parlais autour de moi, on me demandait, mais c'est quoi community manager? C'est quoi comme métier? Alors, je sais pas trop non plus, mais je vais essayer. Et donc, j'ai intégré une filiale de Publicis qui bossait pour des grands comptes. Et j'ai été community manager chez eux pendant 6 mois, sur des comptes comme Pilote, les stylos. Je sais plus trop ce que j'avais comme marque. Et j'ai eu une grande chance puisque le Marie Claire m'a appelé. Ils recherchaient une community manager pour le Marie Claire Maison. Et ils avaient vu passer mon CV puisque j'avais candidaté en spontané. Et ils m'ont dit, bah voilà, on a vu votre CV, on serait intéressé pour vous rencontrer. Et donc j'ai été rencontrer l'équipe Marie Claire Maison pour ce poste que j'ai eu. Et donc j'ai été community manager pendant 3 ans au Marie Claire Maison et Marie Claire Idée. Et ça a vraiment été une expérience géniale. Puisque déjà j'avais une boss pareil qui a été extra et qui nous a vraiment boosté et donné envie d'aller toujours plus loin. Donc ça c'est quand même assez moteur. Et au-delà de tout ça, ça m'a permis de connaître un métier qui était nouveau, de m'intéresser donc de plus près à Facebook, au blog, Instagram, ce qui m'amusait énormément, et donc d'avoir de la légitimité sur ces métiers et des nouvelles et des connaissances également. Et donc la suite, c'est qu'en 2011, je vais faire un petit accéléré sur l'histoire de Balzac Paris. Donc tu es avec Charles et Victorien, qui sont à l'époque des amis. Ouais. Charles va devenir ton beau-frère et Victorien ton mari. Et tous les 3, vous allez devenir associés dans Balzac Paris. Et donc, à la base de votre histoire, il y a les nœuds papillons. Vous sentez que ça revient à la mode et vous vous dites, pourquoi pas lancer une première collection de nœuds papes. Et puis ça prend, on parle de vous dans la presse. Et finalement, c'est 3 ans plus tard, en 2014, que toi et Charles, vous allez quitter vos jobs et vous mettre à plein temps sur Balzac Paris. Il y a un premier sweat qui va sortir. Tout à fait. Et quelques mois plus tard, une première collection. On entend ta fille aussi qui est invitée dans le podcast, mais pas du tout. On est aujourd'hui en 2018, donc 7 ans plus tard, 7 ans après cette première idée de lancer des nœuds papes et puis toutes les collections. Aujourd'hui, vous avez des milliers de gens qui vous suivent sur les réseaux, de clients. Balzac Paris fait partie des marques qu'on cite parmi les pionniers du web, de celles qui se sont lancées en vente en ligne exclusivement. Ça te fait quoi quand tu regardes en arrière sur ces 7 ans? Comment tu vis ça? Comment tu t'es senti évoluer au fil du temps? Alors, je trouve ça génial puisqu'en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'avec Charles et Victorien, on a eu la chance d'avoir ce projet en même temps que notre job respectif. Donc, obligatoirement, on n'avait pas de pression financière. Déjà, ça, c'est super important puisqu'on avait tous les 3 un salaire. Et donc, on faisait les nœuds papillons à côté de nos boulots. On voyait qu'en effet, c'était de nouveau sur le devant de la scène. On avait en tête de lancer une marque communautaire. Mais malgré tout, on avait la chance de se dire, si ça fonctionne pas, on a nos tafs qu'on apprécie en plus. Oui, il n'y avait pas une volonté de quitter un taf horrible qu'on n'aimait pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et même tous les 3, on en parlait assez librement au boulot. Moi, je sais que les filles au boulot, elles connaissaient Balzac, elles étaient même clientes. À l'époque, quand je bossais au Marie Claire, il y avait la blogueuse Didi qui était également chez Cosmo. Donc, c'était extra parce que je pouvais échanger avec elle. Elle avait été une des premières à porter un col Claudine. Donc, en plus de ça, c'était presque un tremplin finalement d'avoir tous les 3 des boulots autre que notre projet d'entrepreneur. Et en 2014, avec Charles, on se dit, allez, Balzac, ça fonctionne. Le nœud papillon, lui, devient un peu désuet puisque la mode est un éternel recommencement. Il reviendra peut-être sur le devant de la scène, mais malgré tout, c'est assez niche de faire une marque que de nœud papillon. Donc, essayons de développer Balzac Paris avec un autre produit plus féminin, avec cette idée de marque communautaire qui serait exclusivement online. Et donc, on se lance à plein temps sur le projet. Donc, on a la chance de négocier tous les deux, puisque Victorien est encore dans son boulot, une rupture conventionnelle. Et donc de pouvoir lancer les sweatshirts littéraires qui ont été un véritable succès. Et tout ça pour dire qu'en fait, toute cette aventure, ça a été vraiment progressif. On s'est pas lancé from scratch. Après, je dis pas que ça fonctionne pas quand on se lance de zéro, mais si tu veux, on avait déjà une petite communauté, on avait déjà une idée précise de l'ADN de marque, de ce qu'on voulait faire de notre marque également. Et puis, au-delà de tout ça, on avait un petit peu de sous, un petit peu de fonds grâce aux nœuds papillons notamment. Donc, ça a été plus facile pour nous, je dirais, de se lancer à plein temps, puisque on avait tout ça qui existait. En fait, on avait ces piliers qui sont assez importants lorsqu'on monte sa boîte. Et donc, ça a été un peu le ton qui a été donné pour Balzac, puisqu'on s'est dit, tiens, on fera tout comme ça,
de manière progressive. On n'ira jamais trop vite. On ira au fil de l'eau, au fil du temps, comme la façon de monter nos équipes. On montera nos équipes en fonction des besoins. On n'ira pas trop vite parce que déjà on n'a pas des millions d'euros sur nos comptes en banque, qu'on a besoin d'y aller piano, et puis que monter une marque de mode aujourd'hui, c'est pas non plus évident puisqu'il y en a beaucoup qui existent. Donc tirons notre épingle du jeu et profitons de ce qu'on a déjà comme base solide. Donc voilà, je pense que ça a été notre chance et quand je regarde en arrière, c'est ce que j'ai envie de me dire, c'est qu'on a réussi à créer quelque chose sur le long terme et qui aujourd'hui est devenu quelque chose de vraiment sympa. Et on a un point stratégique de la marque puisque c'est pile le moment où justement il faut qu'on accélère. Et donc ça devient hyper intéressant, c'est d'autres problématiques. Donc voilà, désolée pour Colombe qui voudrait s'exprimer aussi sur Balzac. C'est intéressant que tu me dises, on est à un moment où on doit accélérer. Pourquoi à ce moment précis ? On aura toujours dans notre philosophie d'entreprendre cette idée de évidemment prendre son temps et de toujours prendre du recul. C'est aussi ce que nous permet Victorien qui travaille pas à plein temps sur la marque, de justement Charles et moi qui avons la tête dans le guidon, de prendre du recul sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut devenir, etc. Donc ça c'est super important. Malgré tout, quand je dis qu'on veut accélérer et qu'on est pile au tournant de la marque, c'est parce qu'aujourd'hui on est une équipe de 18 personnes, que Balzac Paris est une marque qui compte. Et donc si on veut grandir, il faut qu'on se structure de manière intelligente. Ça passe aussi par le fait qu'on doit déménager de bureaux parce qu'aujourd'hui on a des bureaux qui sont trop petits pour accueillir tout le monde, alors qu'on a besoin de recruter évidemment sur certains postes clés. Donc tout ça fait que on est dans cette phase d'accélération. Et je me disais aussi par rapport au moment où vous êtes lancé et où effectivement il n'y avait pas encore toutes les marques qui, par exemple, fabriquaient en Europe, qui avaient des collections éphémères. Il y a beaucoup plus de concurrence, même si bien sûr chacun trouve sa propre histoire à raconter. Ça, vous l'avez senti qu'il y avait un marché tout d'un coup qui s'est transformé. En fait, aujourd'hui, le consommateur a vraiment à cœur de consommer différemment. On le voit notamment avec les soldes qui ont été lancés depuis mercredi dernier et qui sont malheureusement un fiasco pour de nombreuses marques, puisque le consommateur se rend compte que si jamais une marque peut faire moins 70%, moins 50% à X moment de l'année pendant une période assez longue, c'est qu'obligatoirement que les marges sont très importantes et donc ils se demandent à quelle sauce il est mangé le reste de l'année. Et on est sensibilisé à ça. On a été sensibilisé à ça d'abord par la nourriture, je pense. Bien manger, bien vivre, bonne santé, etc. Et aujourd'hui, on est sensibilisé à ça pour l'environnement. On nous parle beaucoup de l'industrie textile qui est très polluante. C'est des sujets qui sont vraiment très visibles sur le domaine public. On en parle beaucoup. Donc, si le consommateur est un peu averti et sensible à tout ça, ne serait-ce que pour ses enfants ou pour lui, il va avoir envie de consommer différemment. Et ça y est, on est pile dans cette ère pour moi. On est pile dans cette ère de ras-le-bol de la fast fashion, même si Zara a encore de beaux jours devant lui. Je pense que les gens ont envie en même temps qu'ils ont envie de slow life, ils ont envie de slow fashion. Et donc les marques l'ont senti et elles sont en train soit d'émerger, des nouvelles marques qui arriveraient avec des nouveaux concepts, comme par exemple Maison Standard qui lui est très transparent sur ses marges justement. Et des marques qui existent déjà, qui peut-être vont essayer de revoir leur modèle économique. Je pense notamment à une marque The Couples qui est installée depuis longtemps, qui lui va maintenant penser des collections éphémères, parce qu'il se rend compte que la consommatrice a aussi besoin de changement, qu'elle en a un peu marre d'arriver dans une boutique et que les collections perdurent pendant X mois. On a été habitués malgré tout au modèle Zara, qui lui va très vite, nous propose des choses qui changent tous les mois, et donc c'est vrai que c'est quand même assez chouette. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sentiment de responsable, mais aussi de seconde main. Donc, on va certes remplir nos armoires, mais on va aussi les vider de manière intelligente. Donc, sur des dressings, des vide dressing, ou alors des sites pour enfants. Je pense au vestiaire de l'enfant comme By Bamboo. Donc, il y a vraiment le vêtement qui est pensé. Je l'achète, mais également je pourrais le revendre ou en tout cas le donner à des amis. Donc, tout ça, c'est vraiment une nouvelle manière de penser.
je trouve. Et donc justement dans cet environnement où il y a de plus en plus de marques qui vont aller vers une philosophie qui peut ressembler à celle de Balzac Paris, vous, une des façons de vous démarquer, je trouve, c'est les réseaux sociaux. Et d'ailleurs ton passé de community manager y fait sûrement. Je me posais la question si ça avait été une question entre vous, entre les associés, de qui allait représenter la marque et de qui allait un peu transmettre son lifestyle. Je te demande ça parce que je crois que c'est assez récemment, tu as ouvert un compte perso où tu partages des images un peu plus de ta famille. Comme je te disais avant qu'on enregistre, quand on regarde sur Internet, on trouve énormément d'articles sur ta maison, ta façon d'éduquer tes enfants, etc. Et donc, l'image de Balzac Paris est aussi transmise par toi. Oui. Et je me disais, voilà, est-ce que ça a été une discussion entre vous parce que Charles, par exemple, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'article sur son lifestyle. Je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle. Après, en effet, vu que j'avais ce métier de community manager que j'avais exercé au Marie-Claire, obligatoirement, quand on a ouvert un compte Instagram, ça a été moi qui l'a ouvert. Et je pense que les garçons, de toute façon, ça les amusait pas spécialement. Et voilà, la page Facebook, pareil. Aujourd'hui, je gère encore le compte Instagram de la marque, mais de plus en plus avec main dans la main avec ma responsable digitale. Et en fait, on s'est pas dit, bah tiens, Chrysoline, ça va être toi qui sera qui représentera Balzac sur les réseaux sociaux, ou en tout cas qui donnera l'image de marque. Malgré tout, mon poste chez Balzac, c'est responsable communication et directrice artistique. Donc forcément, c'est moi qui donne le souffle et le ton. Et je sais précisément quel ton j'ai envie de donner à ma marque. Aujourd'hui, ça s'est fait comme ça et c'est assez sain. Ça convient très bien à tout le monde, je pense. Je pense que je te demande ça aussi parce que j'ai entendu des entrepreneurs qui justement se demandaient si elles devaient plus se montrer sur les réseaux, plus incarner. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors c'est compliqué cette histoire des réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui trouvent ça terrible de montrer les enfants, il y a des articles qui tombent sur justement nos enfants dans quelques années, on pourra retrouver des images d'eux, etc. Après j'ai pas le sentiment de nuire à l'image de mes filles si jamais on retombe quelques années plus tard sur leurs photos que j'aurais pu mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas des photos où je les mets au contraire, je les mets plutôt en valeur, donc c'est plutôt positif. Enfin, en tout cas, moi, dans mon regard de maman, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très positif. Je pense que c'est très personnel, en fait. Soit on a envie, et dans ce cas-là, on le fait assez naturellement et on prend plaisir à le faire, puisque Instagram, c'est presque un jeu, c'est amusant d'aller suivre d'autres comptes, de voir quel ton on va donner à notre Instagram, quel filtre on va mettre sur nos photos pour qu'il y ait une identité qui nous soit propre. Soit on n'a absolument pas envie. C'est marrant, on en discutait avec mes belles-sœurs là vendredi dernier. Et j'ai une belle-sœur qui disait, mais en fait, moi, je comprends pas, parce que il y en avait une autre qui disait, ah, c'est hyper sympa, si jamais j'ai envie d'avoir des nouvelles de un tel que je vois pas souvent, je peux aller regarder son petit compte Instagram, elle est partie à Londres récemment, ok, quels sont les bons plans, je regarde. Puis l'autre qui répondait, en fait, moi, je la vois, ou je lui pousse un coup de fil, je comprends même pas l'intérêt. Et en fait, j'entends hyper bien les deux positions, puisque moi, je suis hyper Instagram, donc pour le coup j'adore, et en même temps j'ai un super relationnel avec mes amis et j'adore les voir aussi. Je pense que les deux sont compatibles, mais j'entends tout à fait les personnes qui trouvent ça dommage de trop vivre sur son portable, de vivre derrière ses réseaux. Mais à côté de ça, on peut vivre aussi on peut créer des liens assez forts. Je vois ma grande sœur, ma prune Céleste, qui a un compte Instagram qui s'appelle donc ma prune Céleste. Elle parfois elle me dit, bah là par exemple elle vient à Paris chez moi, elle me dit, bah je viens rencontrer mes copines d'Instagram. Je trouve ça hyper drôle, qu'elle connaît pas, mais avec qui elle discute beaucoup, et ça y est, hop, elles vont se voir, elles vont passer une journée ensemble. C'est sympa en fait, parce que sinon elles se seraient jamais rencontrées. Donc il y a aussi ce côté-là qui est assez chouette, quoi. Faut pas voir que le côté derrière l'écran un petit peu geek et se dire que ça peut aussi tisser des liens un peu sympas. Après, je pense que si on n'a pas envie d'y être, pas montrer ses enfants, pas montrer son intérieur, dans ce cas-là, faut pas le faire, quoi. Ça sert à rien de se forcer, de se travestir ou de se forcer. Ouais, en effet, tout à fait. Qu'est-ce que tu sens que t'as appris sur toi-même ces dernières années? La question un peu psy. La question un peu psy, un peu difficile aussi à répondre. Déjà, être entrepreneur, c'est savoir... déjà, moi, je suis entrepreneur avec Charles et Victorien. Charles, c'est mon beau-frère, comme tu disais au début de la conversation. Et Victorien, c'est mon mari. Donc, on a tous les trois dû apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'obligatoirement, on se voit très souvent. Et donc... on est parfois un petit peu agacé sur des problématiques du travail, mais on sait que de toute façon, la famille primera toujours et que donc on devra toujours trouver un terrain d'entente.
Donc on a tous les trois, je pense, trouvé un équilibre. Donc appris à prendre du recul par rapport à ce que l'autre dit, ou écouter, se dire attends, je vais interpréter ce qu'il m'a dit, si ça tombe c'est super, je vais pas réagir tout de suite. Voilà, peut-être j'ai appris à moins réagir sur le vif. T'avais un tempérament plutôt vif. Je suis quelqu'un d'assez entière, donc je peux réagir assez rapidement. Là, c'est vrai que j'écoute, je prends le temps d'écouter et d'analyser. Après, entrepreneur, c'est aussi manager une équipe. Donc, on doit apprendre à manager, à arriver à donner le ton, à garder en même temps cette bienveillance qui nous est chère avec Charles et Victorien, mais en même temps arriver à insuffler quelque chose d'assez dynamique, que les équipes aillent de l'avant, que chacun ait à cœur de remplir sa mission. Donc voilà, j'ai appris que je pouvais être un manager et je le savais pas forcément parce que j'avais pas eu l'occasion de l'être dans mes autres travails, j'avais pas eu de stagiaire et j'étais toujours sur la responsabilité de quelqu'un. Donc voilà, j'ai appris à l'être et j'ai appris que je pouvais l'être et avoir plus confiance en moi aussi sur certains sujets, ouais, sûrement. La confiance, du coup, tu l'acquiers comment? Je l'acquiers comment? Quand je vois où en est Balzac aujourd'hui, je me dis que c'est quand même chouette qu'on ait eu confiance en ce projet et qu'on en soit là aujourd'hui. À écouter aussi, à apprendre à écouter ce que disent les autres quand c'est positif. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui parle de Balzac, il dit mais c'est super ce que vous faites. À l'époque, j'aurais tendance à minimiser en disant oui, c'est bien, mais aujourd'hui, ah oui, ouais, c'est super ce qu'on fait, c'est vrai, c'est cool. Déjà on a de la chance d'en être là aujourd'hui, mais pas que. On a aussi donné beaucoup. On a une équipe extra qui nous aide à arriver là. Donc j'ai aussi appris à prendre le compliment, et donc je pense que ça forcément ça donne confiance en soi, plus en tout cas. Il y a des erreurs ou des coups durs qui t'ont appris des choses, qui t'ont forgé? Dans le travail, oui, déjà avec Charles, on a galéré au début, on n'était pas du tout dans le textile, on a zéro famille qui vient de ce milieu, on est lillois, donc Paris, on connaît évidemment parce qu'on y vit depuis quelques années, mais malgré tout on n'a pas de réseau à proprement parler. Donc quand on a commencé, c'était vraiment système D, quoi. Système D, diable dans les rues de Paris avec nos cartons jusqu'au-dessus de la tête, aller toquer aux portes. Évidemment qu'au début ça a été une galère. On s'est serré les coudes et on en rigole pas mal aujourd'hui. Et quand on se retourne, on dit attends, est-ce que toi t'aurais le courage de recommencer là si jamais Franchement, je sais pas. Après, des erreurs, on en fait évidemment, on en fera encore. Des erreurs, par exemple, quand on se dit bon allez, cette collection, on la lance, on va y arriver, c'est sûr. Puis en fait, on se rend compte qu'on a été trop ambitieux et que le fournisseur a pas pu nous suivre, qu'on a eu des problèmes sur quelque chose de minime, des livraisons de boutons qui ont fait qu'en fait la blouse n'a pas pu être montée parce que les boutons sont pas arrivés à temps. Ça, c'est des choses qui paraissent assez, qui font notre quotidien et qui malgré tout sur lequel on apprend encore beaucoup aujourd'hui, puisque faut évidemment que tout soit bien lié pour que tout arrive à temps chez la cliente. Donc on apprend encore avec Charles et l'équipe également, et surtout on apprend aussi beaucoup de l'équipe, des personnes qui nous rejoignent, de leurs idées, des personnes qui vont nous rejoindre aussi. On est conscient que on a encore des corps de métier qui peuvent nous rejoindre chez Balzac et nous apporter beaucoup. On parlait tout à l'heure de ce moment où Balzac doit grandir. Oui. Je voulais te demander si tu trouvais que l'ambition qu'on a pour sa marque se confond avec son ambition personnelle. Tu vois, est-ce qu'à un moment on se dit, bon, est-ce qu'on garde ce rythme-là ou est-ce qu'on grandit? Et grandir, ça veut aussi dire des choses pour soi, peut-être de travailler plus, peut-être de déménager, peut-être d'aller à l'étranger pour implanter une nouvelle filiale. Toi, comment tu vis ça? Alors, déjà, donc moi j'ai 2 filles, on est lillois comme je l'ai déjà dit, et par exemple, je sais que j'aimerais beaucoup rentrer vivre à Lille. Parce que j'adore ma ville, que j'adore avoir un jardin, que j'aime l'idée que les filles puissent prendre l'air, qu'elles soient avec leurs cousins. Je suis hyper proche de mes sœurs, de les voir plus souvent. Et pourtant, je sais que pour le moment, c'est pas du tout le bon timing. Donc si c'est ça, avoir de l'ambition pour Balzac, c'est se dire bah non, c'est un peu idiot de rentrer maintenant à Lille. Balzac est en pleine expansion, il faut encore qu'on reste à Paris quelques années, et parfois je me fais un peu violence sur ce sujet. Je me dis, alors il y en a qui me disent tu pourrais faire les allers-retours, mais je sais que non, parce que pour mon mari ce serait pareil et notre équilibre familial serait complètement secoué, donc c'est pas l'idée. Donc là oui, on va pas déménager pour Balzac, j'irai pas vivre à l'étranger demain, mais en tout cas je vais rester à Paris alors que j'aimerais bien déménager à Lille. C'est plus ça. Et j'ai beaucoup
j'ai de l'ambition pour Balzac et surtout mais mon équipe en a aussi. Je sens que les filles qui sont chez Balzac ont aussi de l'ambition pour Balzac. Donc ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que lorsque je suis pas là à un moment, je leur ai vraiment filé le témoin. Elles ont envie de nous mener au plus loin. Charles a envie de mener Balzac au plus loin, Victorien aussi. Donc je pense qu'on serait capable de beaucoup, avec toujours en tête nos priorités, je pense à nous trois, à Charles, Victorien et moi-même, qui sont malgré tout notre famille, nos enfants. Et voilà, c'est aussi pour ça que je suis avec Colombe aujourd'hui, parce qu'elle est malade par exemple, et donc j'ai la chance de pouvoir la garder, travailler en même temps, et savoir que j'ai une super équipe qui va assurer. Donc ça c'est chouette, c'est une grande liberté d'esprit en tout cas. Tu disais je me fais violence, donc c'est un sujet qui est important pour toi. De rentrer vivre à Lille ? Ouais, de te demander, parce qu'on parle souvent de l'équilibre vie pro, vie perso, et d'ailleurs c'est une question qu'on pose souvent aux femmes, peut-être moins aux hommes, et parfois je me demande, est-ce qu'on se crée cette obsession de vouloir un équilibre, oui. Tu vois, est-ce que... Alors, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, naturellement, tu vois, aujourd'hui, bon, après, c'était carrément différent, parce que mon mari, il est pas entrepreneur, il est salarié, il est dans une boîte où il a un poste important, où il bosse beaucoup, mais tu vois, typiquement, aujourd'hui... si jamais Colombe était malade, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Victorien de pouvoir rester avec elle, et moi aussi si jamais j'étais salariée, c'est évident. Donc je suis une femme, je suis entrepreneuse, mais je pense que naturellement, alors je sais pas si on se met cette pression, peut-être certaines, mais en tout cas chez moi c'est très naturel de vouloir être avec mes filles, de vouloir profiter d'elles. Tu vois, par exemple, elles ont une nounou qui est extra, qui va aller chercher à l'école, par exemple, Garance, Colombe à la crèche, et qui s'occupe d'elle le soir. Et parfois, je sens que, allez, ce soir, faut absolument que je rentre plus tôt. Sinon, vraiment, je suis pas bien, quoi. J'ai envie d'être avec elle. Je me dis, attends, mais tu les as fait dîner de la semaine, c'est vraiment pas cool. Donc, c'est pas une pression que je me mets, c'est que vraiment, j'en ai envie. J'ai envie d'être avec elle, etc. Parce que je pense qu'à la maison, on est toutes très mamans. On adore les enfants. J'aimerais bien avoir 4 enfants. À la maison, on était 5 filles. Mes sœurs aînées en ont 4. Donc, je suis une vraie mère, quoi. Dans l'âme, tu vois. Autant qu'une entrepreneuse, en fait. Enfin, même plus, beaucoup plus, en fait. Carrément. Mais par contre, mon entreprise, ça fait partie intégrante de mon équilibre. Ça, c'est mes filles, mon entreprise. J'ai vachement besoin de travailler. C'est hyper important pour moi. Ça, c'est quelque chose qu'on t'a transmis aussi? Ouais, carrément. On a toujours toutes travaillé pour gagner nos sous quand on voulait partir en vacances. Papa et maman, ils nous ont toujours dit, bossez les filles. C'est comme ça qu'on y arrive. Donc, on a toutes fait des boulots, vraiment. Toutes de femmes de ménage pour ma grande sœur, je me souviens, pour partir en Asie, à caissière pour mon autre sœur. Moi, j'étais otage chez Nespresso des années. Enfin, ça a vraiment été quelque chose, en fait, qui nous ont donné naturellement. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toutes avec ce caractère entrepreneuse et qu'on a envie qu'on aime bosser, quoi, en fait. Dans un article, il y a un conseil que tu donnes que j'ai trouvé super intéressant. Tu disais que si une personne n'a pas d'associé, c'est une bonne idée de se créer un board de membres indépendants. Et du coup, je voulais te demander si tu connaissais des personnes qui l'avaient fait et concrètement, comment ça se passerait? C'est-à-dire que tu demanderais à des gens de juste te donner des conseils? Est-ce que c'est des gens à qui tu donnes des parts? Voilà, je savais pas si tu avais donné ce conseil parce que tu avais des exemples autour de toi. Non, j'ai pas d'exemple autour de moi, en tout cas pas précisément, mais je me rends compte que tous les gens qui ont entrepris au début, qui étaient tout seuls, par exemple, j'ai ma belle-sœur qui a créé une marque de lingerie qui s'appelle Gabrielle Paris, et au début, elle appelait beaucoup mon mari pour avoir beaucoup des conseils. Il passait beaucoup de temps au téléphone sur le sujet. Aujourd'hui, elle a une associée, mais j'ai vraiment le sentiment que on a malgré tout besoin de personnalités et de compétences différentes. Et donc, si on peut pas s'associer, si on n'en a pas envie, pourquoi pas avoir justement ce board qui serait créé avec ce comité grâce auquel on pourrait se réunir tous les mois, qui serait composé de proches avec des spécificités très différentes. Ça pourrait aussi être une cliente, si jamais par exemple on est une marque de vêtements, avec une cliente super fidèle qui pourrait nous donner des bonnes idées. Après quelqu'un qui serait dans le domaine, je parle pour la mode, mais de la mode et qui pourrait donner des best practices. On a tous en fait autour de nous des gens qui sont dans des boîtes super ou alors qui ont entrepris et en fait c'est un peu comme le réseau Entreprendre en fait qui est lui à plus grande échelle puisque aujourd'hui c'est une entreprise, mais
il y a des clubs d'investissement qui existent. Je sais que mon père en faisait partie quand j'étais petite. Et alors aujourd'hui, malheureusement, c'est très masculin. Et justement, j'ai le débat avec avec mon mari parce qu'ils en ont créé un entre potes qui s'appelle Le Réseau. Et il y a que des hommes. Et donc samedi soir, on en discutait et je les interrogeais. Je disais mais pourquoi en fait il y a que des hommes? Parce que là, votre débat c'est de faire rentrer un tel ou un tel, mais finalement, pourquoi on ferait pas rentrer telle femme ou telle femme? Ça serait hyper intéressant. Puis on sent que ça traverse leur esprit, ça les travaille. Ça les gêne un peu certains quand on pose la question parce que c'est pas très politiquement correct ce sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment sur le devant de la scène et mais on pourrait en créer entre femmes déjà. Mais alors leur réponse c'est pas créez-en aussi. Bah ouais. C'est vrai que les hommes ils sont quand même plus aptes à se créer des choses comme ça que nous. Alors je sais pas, ça doit exister entre femmes, c'est certain. Mais je pourrais le faire en fait, c'est vrai, je pourrais le faire avec mes copines. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que toi t'aurais envie d'accompagner aussi Carrément, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Après, je trouve que la mixité, c'est toujours un vrai plus. Hein. Nous, on le voit chez Balzac, on est quasiment que des filles. Charles, c'est le seul homme. Là, on a un stagiaire homme qui nous a rejoint et Charles, il est hyper content. Mais nous, on est tous hyper contentes parce que les hommes ont quand même besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. On a des tempéraments différents, on a des manières d'aborder les problématiques différentes. Tu trouves, oui, toi, qu'il y a une différence dans la sensibilité? Quand même. Ne serait-ce que, par exemple, tu vois, quand on a des sujets un peu houleux entre associés, je trouve qu'avec Charles et Victorien, ça va monter et très vite, ça va switcher. Voilà, on en a discuté, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. On reviendra dessus éventuellement, mais voilà, le sujet est clos. Et puis, tout redevient naturel assez vite. Alors que les femmes, on va vite être plus sensible. Attends, mais mince, il a dit ça. Puis pendant que la réunion y pense, s'il a dit ça, ça veut peut-être dire que ça. Tu vois? Et donc, je trouve que des hommes, c'est cool parce que ça donne justement ce côté où, bon, allez, on se dit les choses. Et puis, on passe à autre chose. C'est marrant parce que c'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qui est lié au genre et qu'est-ce qui est lié à la personnalité? Et par exemple, quand tu me parles de ce club d'investisseurs entre hommes, je me dis, ils ont peut-être pas envie d'écarter les femmes. C'est juste que ils se connaissent, c'est des potes. Clairement. Et ils ont fait un truc entre potes. Clairement. Et ils se sont pas dit. Non, ils se sont pas dit. Et tu vois, par exemple, ils ont fait intervenir une fois lors de Sagazan, c'était à Paris, justement, c'était chez moi. Et mais ils étaient tous fans et c'est trop marrant parce que c'est une histoire quand je leur parlais du fait d'intégrer des femmes et il y en a un qui me dit mais c'est marrant parce que le seul réseau qui ressort le plus souvent c'est celui avec Laure. Et vraiment ils en parlent comme quoi c'était canon. Bon après c'est vrai qu'elle a une expérience de dingue et que c'est une belle boîte. Mais ils ont vu des gens top aussi. Et c'est vraiment Laure l'exemple. Je dis c'est canon, fait d'intervenir plus de femmes justement, c'est hyper intéressant pour vous. Mais je pense qu'en effet et même dans le quotidien, c'est pareil. Je trouve que les hommes, ils ont une facilité à moins se mettre la pression vis-à-vis justement des enfants, même si ça les empêche pas de faire moins bien les choses. Hein. Mais du coup, plus facilement, ils vont se créer des moments entre potes. Avec Victor, on appelle ça des moments de qualité. Et en fait, ils ont plus de facilité à se créer des moments de qualité que nous, où ça va être un peu plus d'organisation, je trouve. Et ça, en tout cas, je parle pour moi, je trouve que, mais j'ai le sentiment que pour certaines amies, c'est pareil, on devrait gagner en flexibilité, et je suis sûre que ça se ferait hyper naturellement. C'est ce que me dit Vic, il me dit, mais fais-le, il y a pas de souci, on s'organise comme tu fais pour moi. Et je pense que c'est vrai. En fait, c'est parce que je le fais pas, donc je vais le faire. Génial. Maintenant, il y a une trace, comme quoi t'as dit. C'est ça, exactement. On a parlé de la mode et de l'art qui étaient des sujets qui t'intéressaient beaucoup. Il y a aussi la littérature, qui est le pourquoi de Balzac Paris s'appelle Balzac Paris. J'avais lu une fois qu'il y avait une idée de café littéraire. Ça en est où, cette idée? Alors, là, on est à la recherche de nos merveilleux bureaux, donc c'est une recherche assez longue. Et ces bureaux, ça serait un espace showroom également. Avec, puisque chez Balzac, on fait beaucoup d'événements. On rencontre régulièrement notre communauté, c'est ce qui fait aussi notre spécificité. On va les rencontrer à la fois chez elles, mais aussi dans des lieux avec des partenaires. Et donc là, l'idée, c'est que ce lieu soit vraiment à 360, ce soit un espace de vie, un espace de travail, mais aussi un espace de rencontre. Et donc, pourquoi pas avec un espace justement qui serait dédié à la littérature. Et par rapport à toute cette histoire de rencontre, chez Balzac, on voudrait vraiment que notre communauté puisse rencontrer beaucoup plus de femmes au parcours épatant, au parcours de vie aussi un peu parfois difficile, qui finalement les ont menés loin, ou alors des écrivains qui viendraient parler de leurs livres. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, Balzac, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que elles consomment pas qu'un vêtement, elles consomment vraiment un spirit. Elles font partie d'une communauté.
elles sont également fières de porter les valeurs de Balzac, la consommation responsable, etc. Ça fait partie intégrante de leur vie. Et donc je me dis, ça pourrait être chouette que, en plus de tout ça, du fait que porter un vêtement Balzac, c'est plus que porter un vêtement, c'est aussi adhérer à une philosophie, bah, ce soit un espace de vie où elles puissent venir rencontrer des gens, faire du yoga, je dis n'importe quoi en fait. Et que ce soit vraiment une vraie expérience et une marque vraiment où on place le consommateur au cœur de notre activité, mais au sens large du terme, aussi dans leur moment plaisir. Il y a quoi comme livre dans ta bibliothèque ? De tout. Si on part de mon mari jusqu'à moi, Vic, il lit à la fois tout ce qui est classique, donc on a beaucoup de classiques, jusqu'à il est hyper fier de dire qu'il est l'un des premiers à avoir lu Game of Thrones et que tout le monde se foutait de lui parce que c'était un truc de geek alors qu'aujourd'hui les gens en sont dingues. Et moi ça je regarde pas et je suis pas très sensible, mais je vais lire beaucoup de classiques et après pas mal de romans. J'adore aller à la Fnac ou dans les relais quand on rentre à Lille ou quand on part en vacances pour regarder les livres, ce qui sort, ce qui est en cours, ce que les lecteurs ont aimé. Et la fois dernière, j'ai vécu une expérience sympa dans un relais avec une amie parce qu'on était au relais, on disait bah tiens, ça c'est canon, j'ai lu, t'as lu. Puis il y a une fille qui nous a écouté tout le temps, elle était un peu là, elle a dit bah si vous avez aimé ça, vous allez aimer ça. Et du coup, on a acheté les livres qu'elle nous avait conseillés et il y en a un que j'ai bien aimé et c'était amusant, c'était un échange et je me dis on devrait plus souvent faire ça en fait dans les boutiques, dire ah bah attendez, vous avez aimé ça, bah ça veut dire que vous allez aimer aussi. Et avec mes amis on avait fait un espèce de club de lecture, alors on avait l'impression d'être des mémères mais c'était hyper cool, chacune ramenait un livre et on en discutait pour qu'on avait aimé et puis on se les échangeait entre nous. Et après il y a beaucoup de livres pour enfants, j'adore les livres pour enfants, au même titre que j'aime aller voir les livres pour moi, j'adore aller voir les livres pour Garance et en plus elle adore lire. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa de regarder les livres pour enfants aussi. Je me dis, j'aurais bien aimé écrire des livres pour enfants, je trouve ça hyper chouette. Et du coup, c'était quoi le livre au relais ? Alors attends, le livre au relais, On regrettera demain. Et c'est assez sympa. Et en fait, c'est parce qu'on disait qu'on avait aimé Les gens heureux, lisent et boivent du café. Je sais pas si tu l'as lu, non. Mais il est absolument génial. Je crois qu'il va être adapté en film. Il a d'ailleurs une suite. Et en fait, c'est une femme qui était... je me demande je pense pas qu'elle soit française, je pense qu'elle est américaine. Et en fait, je me demande, elle devait être femme, elle s'occupait de ses enfants. En fait, elle a écrit ce livre et c'était un carton. C'est canon. C'est canon, tu pleures, en même temps, c'est hyper, c'est une belle histoire qui commence par la fin. Donc, elle perd son mari et sa fille, donc c'est absolument horrible. Et en fait, elle arrive vraiment à s'en sortir dans son malheur grâce à quelqu'un. Et c'est un super beau livre. Et donc, on disait, ah bah tiens, on a aimé ça. Et elle disait, ah bah si vous avez aimé ça, vous aimerez aussi On regrettera demain. C'était pas mal. C'était un peu moins bien, mais c'était sympa aussi. Mais le dernier livre que je pourrais conseiller, c'est En attendant Bojangles, qui est top. Alors là, c'est vraiment, ça fait partie de mes livres favoris de mes dernières lectures. Tu disais que tu voulais t'intéresser à la psychologie positive. Ouais. C'est le cas ? Je trouve ça hyper important de le faire, de s'y intéresser. Alors après, ce que j'aime pas, et ce dont je parle souvent, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on nous met beaucoup de pression. Alors, faut bien manger, faut éduquer ses enfants sans crier, faut bien s'habiller, faut être responsable. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup de pression, aussi bien quand on est une maman ou pas d'ailleurs, dans notre manière de vivre, puisqu'il y a de gros enjeux que sont l'environnement ou puis on vit dans un monde qui est pas forcément toujours évident. Mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de tout et puis faire sa petite popote, parce que c'est comme faut jamais tomber dans les excès de manger que des fruits et des légumes, faut manger un petit peu de tout pour être en bonne santé. Je pense que c'est la même chose. Faut être un petit peu prendre un petit peu de psychologie positive, un petit peu de slow life, un petit peu de plein de choses, et ça peut passer par de la respiration. C'est j'ai une appli sur mon portable qui s'appelle Respirelax, qui est top et qui fait vraiment du bien. Après, ça peut être aussi s'endormir avec 5 pensées positives. Donc j'ai adoré manger ce gâteau à midi. Ça peut vraiment être ce que je dis, que ça peut vraiment être j'ai adoré mon interview aujourd'hui avec Siam. Faut pas se creuser la tête, et en fait ça fait vraiment du bien juste de s'endormir sur des notes positives qui font que déjà on s'endort de manière plus posée. En fait, ça peut être hyper simple de faire ces choses-là, et je trouve que c'est vrai que qu'être positif, c'est vraiment sympa, quoi. Quand on voit des gens qui sont hyper positifs. T'es de nature positive ?
pense un peu un doux mélange. Après, j'ai du mal à me décrire, mais en tout cas, j'essaye de l'être, ouais, carrément. Ne serait-ce que pour les filles. Et puis en fait, on entend tellement, et d'ailleurs, je viens de le dire il y a 2 minutes, on vit dans un monde compliqué, qu'en fait, c'est un peu ce que disait Jean d'Ormesson, quoi. Non, on a aussi un monde qui est chouette, qui est sympa, regardons autour de nous, et profitons de ce qui se passe, et sans fermer les yeux sur ce qui va pas, c'est évident. Faut pas faire l'autruche, mais malgré tout, il y a des choses qui sont cool aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Chrysoline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à Chrysoline de m'avoir accueillie chez elle avec sa petite colombe, et merci à Gwendoline d'avoir organisé notre rencontre. Pour découvrir Balzac, rendez-vous sur balzac-paris.fr, et vous pouvez évidemment suivre la marque ainsi que Chrysoline sur Instagram et Facebook. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore et toujours merci pour votre soutien, et à la semaine prochaine. Salut!